une de vos conférences les plus célèbres, c'est celle où vous expliquez la novlangue, la langue de bois. Est-ce que vous avez noté une langue de bois particulière depuis le début du confinement et de l'épidémie du coronavirus? Bah, alors il y a la langue de bois évidemment qui concerne toute la santé, toutes les politiques de santé et notamment de leur privatisation. On nous en a sorti une pas mal hier. Le préfet, pas le préfet, le directeur de l'ARS du Grand Est, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui a fait savoir qu'il n'y aurait aucune raison d'arrêter le processus de modernisation et de performance de l'offre de soins hospitaliers après cette crise sanitaire, et que donc on maintenait la suppression de 599 postes au CHU de Nancy et 275 lits. Et donc pour dire ça, il justifie ça par la modernisation et la performance de l'offre de soins hospitaliers. Ça, c'est le discours. Alors, sur le coronavirus lui-même, franchement, on peut repérer. La langue de bois, elle a deux tendances. Elle a une tendance qui consiste à euphémiser ce qu'on veut pas, ce dont on veut cacher la violence, ou au contraire, à amplifier ce qu'on veut, enfin les ennemis. Pour prendre un exemple très simple, quand vous avez 5 minutes de retard à la RATP, vous avez une prise d'otage, d'accord? Donc là, on n'est pas dans l'euphémisme, on est dans l'hyperbole, hein, où quand quelqu'un jette, je sais pas quoi, un fer à béton sur un TGV, c'est pas du vandalisme, ça devient du terrorisme. Bon. Donc là, l'effet, il est très très clair dans le discours de Macron notamment, c'est l'appel à la guerre, bien sûr. Répéter 7 fois « nous sommes en guerre », ça ne va pas du tout. Nous ne sommes pas en guerre. Pour le reste, je dirais que l'essentiel de la langue de bois sur le coronavirus, c'est de noyer le poisson, c'est de nous priver de toute information. On ne comprend rien si on ne va pas chercher soi-même sur Internet de l'information chez les gens. Il y a rien qui est dit sur les chaînes. C'est vrai que vous avez publié un texte, Covid-19, l'ami des dominants, qu'on peut lire sur le site de l'Ardeur. Vous en prenez aux chiffres qui nous sont donnés en permanence, mais jamais en regard de quoi que ce soit, ce qui fait que ces chiffres sont incompréhensibles, dites-vous. Tout à fait. Une autre stratégie de la langue de bois, c'est les statistiques. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être la blague. 98% des gens croient une information si elle contient une statistique. Hein. En fait, cette communication sur les médias dominants, sur TF1, France 2 ou autres, elle tourne en boucle sur 3 informations qui sont chaque jour de nous annoncer un nombre de décès qui est plus grand que la veille. Sans que ces décès ne soient jamais rapportés à rien. C'est-à-dire que moi, me dire il y a 400 morts, ça peut être très effrayant, ou ça peut l'être pas tellement si on le met au regard d'autres chiffres. Notamment les chiffres des gens qui meurent normalement, c'est-à-dire chaque année de causes naturelles, comme on dit. C'est vrai que 400 morts à l'aune des 6 000 décès chaque année, ça peut paraître peu. Absolument, on est à 618 000 décès cette année. Ça s'appelle la démographie. Et puis vous avez 700 000 naissances. Sur ces 600 000, on va simplifier, sur ces 600 000 décès, vous en avez par exemple, ça ce sont les chiffres du ministère de la Santé, hein, c'est pas le groupuscule gauchiste du coin. Donc l'adresse, la direction des études et de la statistique du ministère de la Santé nous informe qu'il y a 150 000 décès dans les EHPAD chaque année. 150 000. Alors, quand on vous annonce que... Vous êtes sûr, c'est pas 84 000 à peu près? Alors ça, c'est un autre chiffre que j'avais trouvé, mais depuis, on a revérifié sur les chiffres du ministère. 86 000, c'était parce qu'ils annoncent 14% de morts dans les EHPAD. Mais il faut rajouter, ça va devenir technique, hein, il faut rajouter les 54% de morts dans des structures hospitalières. Et donc, vous avez une perméabilité parce que les vieux ne meurent pas tous à l'EHPAD. C'est-à-dire que quand c'est un EHPAD qui n'est pas équipé d'un système de soins, on va le faire mourir à l'hôpital, d'accord? Bon, bref. Le ministère... Je comprends. Mais reconnaissez, Franck Lepage, que si au moment où on apprend que plus de 1000 personnes sont mortes dans les EHPAD depuis le début du confinement, si on disait, bon, c'est pas grand-chose par rapport aux 80 ou 100 000 morts habituels chaque année, ça choquerait tout le monde, vous compris et moi compris, non? Oui, c'est juste que ces chiffres ne sont pas éclairés. Je ne peux rien faire avec un chiffre pareil.
Quand on me dit, j'ai regardé les chiffres en Bretagne, j'habite en Bretagne, on est à 88 morts. Bon, la dernière fois que j'avais regardé, c'était la semaine dernière, on était à 32 morts. Bon, ok, 32 morts, de 32 à 88, c'est moche. C'est vraiment pas terrible, 88 morts. Mais il y a 3,5 millions de personnes en Bretagne. Excusez-moi, mais enfin, je veux dire, 88 morts sur 3,5 millions de personnes, est-ce que c'est un chiffre inquiétant? J'en sais rien. Je ne peux pas analyser ce chiffre. Je ne comprends pas ce chiffre. Quand Macron annonce le confinement, le 16 mars, le département à côté du mien, il y a un avion de chasse qui passe, le département, le département des Côtes-d'Armor a repéré un cas. Un cas, d'accord, le 16 mars, il y a un cas dans les Côtes-d'Armor. À partir de là, on va faire surveiller les plages par hélicoptère, d'accord, pour empêcher les gens d'aller prendre un peu l'air, les gens qui sont confinés parfois dans des endroits absolument terribles, dans des 2 pièces, ok. Ils sortent, ils ne mettent absolument personne en danger. N'importe quelle personne munie d'un cerveau est capable de comprendre ça. J'ai des amis médecins qui m'ont dit on ne comprend pas très bien le coup des hélicoptères parce qu'il est absolument évident que quelqu'un qui va sur une plage ne met personne en danger, etc. Donc, si vous voulez, cette question des chiffres, elle est extrêmement perturbante. Parce que à la fois c'est une information qui est angoissante, c'est-à-dire qu'il y a une hystérisation du problème, on nous annonce des nombres de morts, mais en même temps, si on met ces chiffres en regard d'autres chiffres, ça devient presque bizarre. C'est 73 000 morts du tabac chaque année en France. Les morts dans les EHPAD, c'est 400 par jour normalement. Enfin, vous savez, on nous a parlé de la grippe saisonnière, tout ça. Alors, vous avez toujours des gens qui disent non, mais on ne peut pas comparer. On peut toujours comparer. L'intérêt de la comparaison, c'est précisément de mettre des choses qui sont pas les mêmes. Donc voilà. Donc, sur cette communication par les chiffres, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis vraiment perplexe. Ce que j'ai décidé, c'est d'arrêter d'écouter les informations. Parce que c'est terrible, c'est complètement angoissant, mais c'est terrifiant, c'est terrifiant. Enfin, vous pouvez pas, tous les quarts d'heure, on vous annonce un nombre de morts, ok. Bon, après, quand on vous dit par exemple que Manu Dibango est mort du coronavirus, ça c'est une nouvelle, vous voyez, alors elle est reprise tous les quarts d'heure sur France Intox. Donc le coronavirus a tué Manu Dibango, donc un artiste sympathique. Moi je l'ai connu, hein. Je veux dire, on a inauguré une MJC Manu Dibango, il est venu, c'est un mec sympa, on a discuté toute la soirée, j'adore. Donc il est mort du coronavirus. Vache, ça c'est une sale nouvelle. Puis alors, juste après, il avait 86 ans. Non mais là, vous dites, attendez. D'accord, enfin il est mort du coronavirus, mais enfin il est peut-être mort aussi parce qu'il avait 86 ans. Enfin je veux dire, que signifie de nous dire que Manu Dibango est mort du coronavirus? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Quelle est cette information? J'ai reçu Manu Dibango il n'y a pas très longtemps dans Interdit d'interdire, il se portait très bien. Je peux croire effectivement que le coronavirus est responsable de son décès qui m'a semblé, quand je l'ai appris, moi aussi, prématuré. Mais il aurait vécu jusqu'à quel âge? Aujourd'hui, on peut vivre assez longtemps. Ouais. À vous entendre, on dirait qu'il y a un âge au-delà duquel on ne doit plus être là, ou en tout cas plus se plaindre si jamais on est obligé de partir. Je mets partir entre guillemets, bien entendu. C'est 79 ans l'âge des hommes en France, donc bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans la dernière ligne droite, on sait qu'on va mourir de quelque chose, voilà. C'est un coronavirus. Enfin, quand vous attrapez quelque chose entre 60... Enfin, les 32 morts en Bretagne, c'était tous 65-79 ans. Donc voilà, bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que cette communication par les chiffres, elle est très difficile à décoder, elle est très difficile à comprendre. Et elle est très anxiogène, elle est très effrayante.